Bonjour. Alors, le cours d'aujourd'hui, il s'agit du pneumothorax spontané. C'est un cours qui est facile à comprendre à partir du moment qu'on comprend la physiopathologie de. En effet, ce schéma démontre le mécanisme de la fonction ventilatoire. Il faut savoir que les poumons sont rattachés à la paroi uniquement par un jeu de pression. Il n'existe aucun élément anatomique qui rattache ces poumons à la paroi. Alors, la pression atmosphérique, c'est-à-dire la pression ambiante qui nous entoure, elle est de 760 mm de mercure. La pression intrapleurale, elle est inférieure à la pression atmosphérique et elle varie entre 750 et 755 mm de mercure. Or, cette pression de 755 mm de mercure est dite négative par rapport à la pression atmosphérique qui est elle à 760 mm de mercure. Et on sait en physique que la pression négative, elle attire vers elle la pression positive et ainsi nos poumons sont collés contre la paroi uniquement par ce jeu de pression négative. Alors, qu'arrive-t-il lorsque on voit apparaître un pneumothorax? Le mécanisme est le suivant. Il existe des bulles sous-pleuraux, des bulles d'emphysème généralement ou des lésions qui, lorsqu'elles vont éclater, vont faire communiquer l'air ambiant, c'est-à-dire l'air atmosphérique, avec la cavité pleurale qui est inférieure en principe à la pression atmosphérique. Or, lorsqu'il y a une fistule d'une bulle, cela veut dire que l'air atmosphérique va pénétrer dans la cavité pleurale et à partir de ce moment-là, il y a un équilibre entre la pression intrapleurale et la pression atmosphérique, ce qui fait que cette loi qui fait que le poumon soit retenu à la paroi n'existe plus. Et ainsi, le poumon va subitement s'affaisser, se collaber au moment même où il y a une rupture de cette bulle d'emphysème. À partir de ce moment-là, il faut comprendre autre chose. Il faut comprendre que le parenchyme pulmonaire n'est pas innervé en air sensitive, alors que la plèvre, de son côté, oui, elle est très richement innervée. Donc, au moment de ce collapsus, au moment de cette rupture de la bulle, de cette communication d'air qui passe de l'air ambiant vers la cavité pleurale, le moment du collapsus, le maître symptôme qui va survenir est bien sûr la douleur qui est d'origine pleurale. Et bien sûr, une fois que les poumons sont collabés, les branches, eux, n'acceptent ni un corps étranger, ni être comprimés. Et si c'est le cas, ce collapsus va se manifester par le réflexe mécanique qu'on connaît tous, c'est la toux. Alors la toux, elle est bien particulière, c'est une toux qui est sèche. Pourquoi? Parce que les branches n'ont jamais été malades. Voici des images montrant les bulles sous-pleurales qui, lors d'un effort, ces bulles vont éclater, vont faire communiquer l'air qu'on respire pour l'introduire dans la cavité pleurale. Alors, quelles sont les circonstances de survenue? Il faut savoir que le pneumothorax survient chez un certain type de personnes. Donc, on doit avoir un terrain de prédisposition à développer un pneumothorax. Ainsi, le pneumothorax est beaucoup plus fréquent chez les adultes jeunes. Environ 75% des pneumothorax surviennent à un âge compris entre 20 à 30 ans. Mais cela ne veut pas dire que c'est uniquement la tranche d'âge où on retrouve des pneumothorax. Un pneumothorax peut survenir à tout âge, aussi bien chez les sujets âgés que chez les sujets jeunes. Sur le plan sexe, le sexe ratio est de 9 hommes pour une femme. Pourquoi? Pour la simple raison que les hommes sont beaucoup plus fumeurs que les femmes. Il existe aussi
morphotype bien particulier. Le pneumothorax survient avec prédilection chez les sujets longilines, généralement, c'est des sujets maigres et qui mesurent 1,80 m et parfois plus. Et enfin, on peut retrouver dans les antécédents des pneumopathies de l'enfance, des séquelles de tuberculose, etc. Concernant les facteurs déclenchants, le pneumothorax se déclenche le plus souvent lors d'un effort physique. Un effort physique, soit une épreuve sportive, soit un soulèvement de fardeau, etc. Il peut aussi survenir lors d'un effort physiologique, lors d'un accès de toux, de terniement, de rire, de défécation, etc. Et aussi peut survenir lors de variations barométriques telles qu'un vol aérien, une plongée sous-marine, mais des fois, le pneumothorax peut survenir sans aucune cause apparente. Mais dans toutes les situations, dans tous les cas, le pneumothorax, quand il survient, c'est au moment où on fait une inspiration et là, lors de l'expiration, plutôt lors de l'inspiration, la glotte, elle se ferme, et à ce moment-là, il existe une hyperpression intrathoracique qui va faciliter l'éclatement de ces bulles sous-corticales et par conséquent l'émergence d'un. Alors, il existe plusieurs formes de nomination en fonction de la nature de l'épanchement. Lorsque nous avons un épanchement gazeux dans la cavité pleurale, on parle de pneumothorax. On parle d'hydropneumothorax lorsque cet épanchement gazeux dans la cavité pleurale s'accompagne d'une réaction liquidienne, d'une abondance variable. Et on parle d'hydropneumothorax. Remarquez qu'à ce niveau-là, on ne connaît pas l'aspect du liquide, on n'a pas encore fait une ponction, donc il ne s'agit que d'une association avec un épanchement gazeux et d'un épanchement liquidien. L'hémopneumothorax, de quoi il s'agit? Il s'agit tout simplement d'un épanchement mixte fait de sang et d'air dans la cavité pleurale. Là, c'est après avoir ponctionné, après avoir drainé, quand s'aperçoit de la coloration rougeâtre du liquide qu'on aspire avec l'air. Enfin, l'autre situation, c'est le fait d'être devant ce qu'on appelle un pyopneumothorax. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'association à l'épanchement gazeux d'un liquide qui est purulent et qui peut être bien sûr plus ou moins abondant. Concernant la clinique, d'abord il y a des signes fonctionnels d'appel qui attirent notre attention sur la survenue d'un pneumothorax. Comme on l'avait dit, la plèvre elle est richement innervée, donc le maître symptôme dans la survenue du pneumothorax, c'est la douleur thoracique. Cette douleur, elle peut être unilatérale, elle est brutale, elle va bloquer l'inspiration profonde et elle survient en coup de poignard. Le malade décrit cette douleur comme un poignard implanté dans sa cage thoracique. Et cette douleur, elle irradie le plus souvent à l'épaule. Deuxième signe, c'est la toux sèche. Le deuxième signe, c'est la toux. Et on avait dit que c'est une toux sèche. Pourquoi? Parce que l'arbre bronchique n'a jamais été malade. Il s'agit là d'une simple compression sur un arbre bronchique qui est sain. Cette toux, elle apparaît, elle est majorée beaucoup plus à l'effort et aussi lors de changements de position. Et elle va, quand elle est importante, elle va accentuer la dyspnée et la douleur. La dyspnée, pourquoi elle apparaît? Pour la simple raison que le poumon est collabé. Elle peut être modérée comme elle peut être intense en fonction du collapsus. Et cette dyspnée, elle est majorée à l'effort. Rarement, le pneumothorax est découvert lors d'un examen systémique, mais quand c'est le cas, pratiquement, le patient, il s'est habitué avec ces signes et il ne ressent pratiquement plus rien au-delà du troisième, quatrième jour. Alors, une fois qu'on examine le malade, il faut toujours le faire
par, par examen comparatif, c'est-à-dire hémithorax comparant à l'autre hémithorax, et d'emblée, on remarque que l'hémithorax d'où provient la douleur, il est pratiquement immobile. C'est un hémithorax qui ne bouge pas avec la respiration. Quand on met le stéthoscope, on note une diminution du murmure vésiculaire. On note aussi une abolition des vibrations vocales. Quand on met les mains appelées contre la paroi thoracique, on ne ressent pas les vibrations vocales qui viennent vibrer sur la paume de la main. Et enfin, à la percussion, on note une hypersonorité qu'on désigne par le terme de tympanisme. Parfois, à côté de ces trois signes qui sont désignés par la triade de Gaillard, il existe des signes adjuvants. Quels sont ces signes adjuvants? On a un syndrome amphorométallique. C'est quoi? C'est la résonance de tous les bruits spontanés provoqués dans une vaste cavité aérique. Deuxième signe adjuvant qu'on peut rencontrer lors de l'examen, c'est le tintement métallique. Le tintement métallique, c'est quoi? C'est la traduction sonore de la fistule pleuropulmonaire. Et il faut toujours apprécier le déplacement du médiastin de la trachée qui est refoulé vers le côté opposé. Ces signes, bien sûr, ils peuvent être absents ou discrets en cas de pneumothorax incomplet ou partiel. Après cela, on passe à l'examen radiologique. On commence par la radiographie du thorax en inspiration forcée. Qu'est-ce qu'on va noter? On va noter du côté de l'hémithorax douloureux une hyperclarté. Cette hyperclarté, elle prédomine particulièrement au sommet et il n'existe pas d'image vasculaire. Le poumon est limité par la ligne pleurale. Il faut savoir que la vascularisation à la radio, elle s'arrête à 2 cm de la paroi. Donc, il faudrait toujours rechercher l'absence de cette vascularisation et rechercher la limite du parenchyme pulmonaire. Parfois, lorsqu'on est devant un thorax emphysémateux où la visibilité de la ligne pleurale bordante reste difficile à objectiver, on sera appelé à demander un cliché en expiration forcée, mais ceci est rarement nécessaire. On ne fait appel à ce cliché en expiration forcée que lorsqu'on a vraiment des doutes, des doutes entre un pneumothorax et un emphysème. Et il faut se méfier parce que ce cliché pris en expiration forcée peut exposer le malade en cas de pneumothorax compressif ou bilatéral. Sur un cliché thoracique, il faut également préciser la présence éventuelle de brides. Et les brides, lorsqu'elles existent, elles sont un peu dangereuses pour le patient. Pourquoi? Parce qu'elles sont vascularisées et le risque, c'est une hémorragie qui survient lors d'une hyperpression. Il faut aussi rechercher la présence d'un épanchement pleural associé qui va noyer le diaphragme. Il faut apprécier le refoulement des structures de voisinage. Et là, quand on est devant cette situation, cela suppose qu'on est devant un pneumothorax compressif qui est dangereux, qui risque de donner une asphyxie. Il faut apprécier bien sûr l'état du parenchyme sous-jacent, homo et surtout contralatéral, à la recherche de bulles d'emphysème ou de blebs, d'emphysème bulleux, de fibrose pulmonaire, le caractère bilatéral ou non du pneumothorax. Voici quelques clichés de pneumothorax. Regardez la vacuité des 2 tiers pratiquement de l'hémithorax sur le cliché de gauche et le poumon droit est pratiquement vide. On ne voit pas de vaisseau au-delà de la limite parenchymateuse. Au niveau aussi du téléthorax à droite, regardez les penchements du côté droit du patient où on ne voit pas de vaisseau au-delà de la ligne bordante parenchymateuse.
D'autres clichés, là le pneumothorax est à gauche, regardez, il est total, il est presque sous pression et on note un refoulement du médiastin vers le côté contralatéral. À noter aussi que ce thorax est distendu et cela témoigne d'une situation de BPCO et sur le poumon, sur la radio gauche, on note aussi des pneumothorax avec un poumon emphysémateux. Là, on est devant une situation d'hydropneumothorax sur le cliché à gauche. Le poumon est complètement collabé contre le médiastin avec un niveau hydrique qui masque l'hémicoupote diaphragmatique. Et à gauche, là aussi, le poumon est collabé en totalité avec un niveau hydrique au niveau de la base. On est dans les deux cas devant une situation d'hydropneumothorax. Là, c'est un pneumothorax sur le cliché thoracique avec un poumon là aussi emphysémateux et probablement une bulle d'emphysème au sommet. Regardez sur le scanner la limite du parenchyme pulmonaire, le poumon droit, avec du liquide associé. Et c'est une pleurésie qui s'accompagne d'un pneumothorax. Alors, le pneumothorax dépend de la situation de la fistule. Le pronostic, il relève de la fistule. Alors, le pronostic de ce pneumothorax, il dépend de l'état de la fistule. Et la fistule, elle peut être fermée, ouverte ou fonctionner sous pression. Comment le savoir? Il existe un appareil qu'on appelle l'appareil de Kuss qui va nous permettre de dire si la pression elle est négative, positive ou égale à zéro. Égale à zéro, c'est-à-dire que l'air intrapleural est égal à l'air, bien sûr, ambiant, l'air atmosphérique. Et là, cette mesure, on la désigne par le terme de manométrie. Alors, on dit qu'un pneumothorax est à fistule fermée lorsque la pression est inférieure à la pression est dite négative, inférieure à la pression parenchymateuse. Pardon. Négative veut dire inférieure à la pression atmosphérique, c'est-à-dire qu'elle est inférieure à 760 mm et elle a tendance à diminuer jusqu'à 755 mm de mercure. C'est une des formes les moins graves et elle prédispose à une guérison probable dans les jours à venir. Pour le pneumothorax à fissure ouverte, la pression atmosphérique est égale à la pression intrapleurale, elle est dite égale à zéro. Elle se dit d'un pneumothorax dont la communication entre l'espace pleural et l'extérieur persiste. À chaque cycle ventilatoire, il y a un volume d'air qui entre et sort de l'espace pleural. La fissure, dans ce cas-là, elle reste béante, elle expose le pneumothorax à une évolution chronique. Pour ce qui concerne le pneumothorax sous pression, alors là, la pression elle est supérieure à la pression atmosphérique, ça est supérieur à zéro. C'est la forme la plus grave du pneumothorax. Pourquoi? Parce qu'elle expose le malade à une asphyxie. Heureusement que c'est la forme la moins fréquente. Et là, l'orifice pulmonaire ou pariétal de pénétration d'air dans l'espace pleural est obstrué par un fragment tissulaire et que celui-ci agit comme une valve unidirectionnelle, c'est-à-dire que l'air il rentre dans la cavité pleurale, mais il ne ressort pas lors de l'expiration. Maintenant, il existe plusieurs formes cliniques. Il y a d'abord les formes symptomatiques. Les formes symptomatiques, on retrouve trois types de formes. Il y a la forme suffocante, où la dyspnée ne cesse d'augmenter, qui va s'accompagner d'une cyanose avec une chute tensionnelle, tachycardie, et elle risque de donner une asphyxie, c'est la forme
fonctionnant en clapet, c'est-à-dire que c'est la forme supérieure à 0. La forme mineure, alors les formes mineures, leur début est progressif, soit découvert aussi systématiquement. Troisième type de forme, ce sont les formes atypiques. Alors là, ça peut être des formes syncopales, le maladie de père-mère connaissance, des formes angineuses avec des douleurs rétrosternales et des formes à type de brachialgie intense et des douleurs qui irradient le long du membre supérieur homolatéral à l'épanchement pleural. Nous avons les formes topographiques. Il y a le pneumothorax en manteau. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, le poumon est à mi-distance entre le médiastin et la paroi. Nous avons le pneumothorax partiel. Il s'agit d'un simple décollement apical ou basal. Le pneumothorax aréolaire, c'est des parties du parenchyme qui est collé et décollé, collé, décollé de façon étagée. Le pneumothorax bilatéral. Pneumothorax bilatéral, quand il survient, il met en jeu le pronostic vital. Le malade peut décéder suite à une asphyxie. Enfin, les formes évolutives. Il y a d'abord la forme favorable où les signes cliniques diminuent en 24 à 48 heures. Nous avons les formes défavorables, ce sont les formes suffocantes d'emblée. Et nous avons les formes chroniques où le pneumothorax va persister au-delà de 6 semaines. Enfin, près de 30 à 50% des pneumothorax vont récidiver dans le temps, d'où l'intérêt de faire un scanner à tous les malades une fois que le poumon est revenu à la paroi afin de déceler s'il existe ou non des bulles d'emphysème qui exposent ultérieurement le malade à de nouveaux pneumothorax. Alors là, nous avons abordé jusque-là le pneumothorax spontané, mais il existe des pneumothorax, disons pneumothorax spontanés idiopathiques, mais il existe des formes cliniques qui sont secondaires à des pathologies sous-jacentes. Nous avons le pneumothorax avec BPCO, le pneumothorax qui survient chez le malade asthmatique, le pneumothorax survenant suite à une rupture d'une caverne tuberculeuse, d'une bulle staphylococcique ou d'un pyopneumothorax. Et là, ça donne, quand il y a un foyer septique, ça donne un pyopneumothorax. Rupture d'un cancer bronchique sous-pleural, principalement c'est le cancer épidermoïde qui fistulise. Il fistulise spontanément sous l'influence du traitement. Le pneumothorax qui survient, c'est le sujet silicotique. Là, on a des lésions nodulaires, denses, calcifiées. Ce sont des formes de pneumothorax dont il est difficile de les ramener à la paroi vu que le poumon contient de la fibrose, a du mal à revenir à la paroi. Nous avons le pneumothorax qui survient chez les sujets présentant une sarcoïdose, particulièrement les sarcoïdoses évoluées au stade 4, et enfin les pneumothorax qui surviennent sur des fibroses interstitielles diffuses. Le diagnostic différentiel. Le diagnostic différentiel, il se pose devant deux types de formes. Les formes atypiques, quand le pneumothorax ne se présente pas dans son aspect habituel, et devant des images radiologiques. Alors, devant les formes atypiques, il faut toujours éliminer un infarctus du myocarde, une embolie pulmonaire et une crise abdominale aiguë. Nous avons vu que le pneumothorax peut survenir de façon partielle au niveau du sommet ou au niveau de la base. Quand il survient au niveau de la base, l'irradiation se fait vers l'abdomen. Et là, il faut éliminer un abdomen chirurgical suite à une perforation d'un organe. Alors là, à la radiographie abdominale, on découvre qu'il y a des images en croissant témoignant de la fissure d'un organe viscéral et qui serait à l'origine de cette douleur. Enfin, devant une image radiologique, qu'est-ce qu'il faut éliminer? D'abord, un évidement du sommet ou une volumineuse caverne.
Il faut éliminer un emphysème pulmonaire et un syndrome de MacLeod. Le syndrome de MacLeod, de quoi il s'agit? Il s'agit de l'absence d'une artère pulmonaire et automatiquement les vaisseaux n'apparaissent pas sur le parenchyme étant inexistant. Donc le poumon va apparaître clair en totalité et cela peut nous mener sur un terrain faussement, sur un terrain qui nous donne une fausse hypothèse de pneumothorax alors qu'il s'agit tout simplement d'agénésie de l'artère pulmonaire. Le traitement. Le traitement, il dépend du stade d'abord évolutif. Il dépend aussi du patient, est-ce qu'il supporte son pneumothorax ou pas. Il dépend de l'aspect radiologique. Et ce traitement, il va du repos strict au lit jusqu'à l'acte chirurgical. Alors, le repos strict au lit, on l'indique chez un patient qui présente un pneumothorax partiel, localisé, bien supporté. Le simple repos au lit, en décubitus latéral, le poumon malade vers le haut et le poumon sain contre le lit, et on observe le retour du parenchyme pulmonaire en quelques jours. Le traitement, c'est l'exsufflation à l'aiguille. L'exsufflation à l'aiguille, on voit ici des instruments. Vous avez soit une aiguille, soit un pleurocat qui est monté sur une tubulure et relié à une seringue ou une aspiration qui va nous permettre d'aspirer l'air contenu dans le parenchyme pulmonaire. Alors, le deuxième, si le poumon revient à la paroi, c'est bon. Si le poumon ne revient pas à la paroi, on fait ce qu'on appelle un drainage thoracique. Le drainage, nous avons deux lieux de prédilection d'abord pour faire pénétrer notre drain. Nous avons soit un abord antérieur, tel que montré sur le schéma, soit un abord axillaire, en prenant la ligne médiane qui passe par le creux axillaire et qui descend le long de la paroi latérale thoracique, et généralement c'est au niveau du cinquième espace intercostal en évitant le muscle. Quelles sont les indications du drain? Les indications quand est-ce qu'on draine un malade? On draine un malade lorsque le pneumothorax est découvert tardivement. Ça veut dire que c'est un pneumothorax qui est chronique, qui ne revient pas seul à la paroi, d'où l'intérêt, la nécessité même de recourir au drain. On draine tout pneumothorax récidivant, soit d'un côté, soit alternant de l'autre côté. Une fois, il fait un pneumothorax à droite, une autre fois à gauche. On draine à chaque fois qu'on est devant un pneumothorax bilatéral. On draine tout pneumothorax suffocant fonctionnant à soupape. On draine tout malade qui se présente avec un pneumothorax sur des poumons pathologiques. Et enfin, on draine tout pneumothorax chez les malades ventilés artificiellement en réanimation sous respirateur. Voici l'image de la voie d'abord du drain sur un malade. On pénètre là dans la région médio-axillaire au niveau du cinquième espace intercostal. Là, c'est le drain qui est relié à un bocal aspiratif. Le bocal aspiratif est relié à une aspiration. Enfin, si le poumon ne revient pas après quelques jours sous drain, on fait appel à la chirurgie. Quand est-ce qu'on opère un malade? On opère tout malade qui présente des pneumothorax récidivants. Et si aussi le premier épisode était contralatéral. On opère après la première ou la seconde récidive au mot latéral, c'est pour prévenir la survenue éventuelle, particulièrement d'un pneumothorax bilatéral. Et on draine, comme on vient de le dire, en cas d'échec d'un drainage bien conduit avec bullage persistant. Cela témoigne que la fistule, elle est béante et volumineuse.
Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on opère un malade? Les actes réalisés pendant le geste par thoracotomie ou vidéochirurgie. On fait une exérèse des brides. On sait que la bride, elle est vascularisée. Sa rupture peut exposer le malade à un danger par une hémorragie interne. On fait une exérèse, si possible, des dystrophies bulleuses. On les enlève parce qu'il y a un risque qu'il y a des récidives là-dessus. On fait une biopsie pulmonaire en cas de doute sur une pathologie parenchymateuse sous-jacente. Enfin, on peut faire une symphyse par ravivement pleural en respectant la plèvre médiastinale et diaphragmatique en raison de la présence du nerf ou rameau du nerf phrénique. La symphyse avec utilisation du talc étant moins utilisée dans cette indication. Concernant l'évolution, le taux de récidive après traitement. Après traitement médical, le taux de récidive est de 30%. Et cette récidive, elle survient le plus souvent dans les 6 mois à 2 ans à venir. La récidive après thoracoscopie talcage, elle est de 8 à 10%. Après une chirurgie thoracique vidéo assistée, elle descend à 4%. Et enfin, après chirurgie conventionnelle, le taux de récidive est minime, il est de 1%. Thoracoscopie ou chirurgie thoracique vidéo assistée, qu'est-ce qu'elle va nous permettre? Elle nous permet de faire un pleurotalcage. On met du talc dans la cavité pleurale qui colle le poumon à la paroi thoracique après symphyse. Et elle nous permet de faire une résection de bulles quand il s'agit d'un emphysème. Elle réduit la durée de l'intervention, le temps de drainage, les complications post-opératoires et elle réduit enfin la durée d'hospitalisation de notre patient. Et la chirurgie va nous permettre un retour plus rapide aux activités normales comparativement aux autres techniques utilisées. Les indications de la chirurgie. Alors, on opère tout malade qui présente des bulles sur la TDM parce que cette présence de bulles sur la TDM, elle prédispose à des récidives. On opère tout pneumothorax bilatéral alternant, c'est-à-dire qu'une fois le malade fait un pneumothorax d'un côté et la prochaine fois il fait à gauche. Et là, c'est pour prévenir la survenue d'un pneumothorax bilatéral suffocant qui risque d'asphyxier et d'engendrer la mort du patient. On opère tout malade qui présente un pneumothorax chronique parce que la chronicité veut dire que le poumon ne revient pas à la paroi. Il ne faut pas s'attendre à voir le poumon revenir. Donc, il faut là aussi intervenir. On opère tout échec du drainage sur un pneumo ou un hémopneumothorax. Enfin, on opère à titre prophylaxique dans certaines professions telles que les pilotes d'avion, les plongeurs sous-marins, etc., qui risquent de voir un pneumothorax survenir lors d'une pression barométrique. Alors, avant de conclure, voici un arbre décisionnel quand on est devant un pneumothorax spontané. Lorsqu'il s'agit d'un pneumothorax spontané, la première attitude, c'est l'abstention. Laisser le malade au repos sur un lit en décubitus latéral, alors il va y avoir deux évolutions. Soit le malade va guérir, soit après un certain temps, on remarque que le poumon ne revient pas à la paroi, et cela témoigne de l'échec de cette attitude thérapeutique. Donc, on va faire une exsufflation. On passe à la deuxième étape, à l'exsufflation. Alors, l'exsufflation, là aussi, elle peut mener à la guérison, comme elle peut ne pas guérir le malade et engendrer un échec. Et si le poumon ne revient pas à la paroi, on est obligé, dans ce cas-là, de faire un drainage à notre patient. On draine aussi parallèlement tout malade qui vient avec un pneumothorax complet. Même attitude, cette évolution peut mener à la guérison, comme elle peut mener à l'échec après plusieurs semaines de drainage, disons 2-3 semaines. Le poumon ne revient pas à la paroi, donc à ce moment-là, il faut
orienter notre malade vers la chirurgie pour un acte chirurgical qui nous assure la guérison de ce qu'on